Alors, première question. Est-ce vrai que la pomme verte comme collation avant le coucher diminue le risque de glycémie la nuit? J'imagine que c'est une question pour moi. Oui. En fait, ce qui va déterminer l'impact d'un aliment sur la glycémie, c'est son contenu en glucides, donc en sucre, et la pomme verte contient des glucides. Donc, oui, dans une certaine mesure, elle peut réduire le risque d'hypoglycémie en fournissant du sucre. Par contre, par rapport à un autre fruit qui va contenir la même quantité de glucides, il n'y aura pas nécessairement de différence. Donc, est-ce que oui, elle prévient l'hypoglycémie? En partie parce qu'elle contient du sucre, mais pas nécessairement plus qu'un autre aliment qui va aussi en contenir. Ça fait partie de la même feuille. Alors, celle-ci est peut-être un peu plus compliquée. Manger sans gluten diminue-t-elle cette alimentation sans gluten diminue-t-elle le sucre dans notre système ou l'absorption se fait mieux? Est-ce que le docteur Abassa a quelque chose à dire? C'est possible. Non. Il faut savoir que l'allergie au gluten, qui est un constituant de certaines céréales, est plus fréquente chez les patients diabétiques de type 1 que dans la population générale. Donc malheureusement, quand on a le diabète de type 1, on peut aussi développer une intolérance au gluten, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Ça complique pas mal la nutrition à ce moment-là, puisqu'il faut éviter beaucoup d'aliments, même s'il faut reconnaître que l'industrie agroalimentaire a beaucoup progressé. Donc ça, c'est une situation fréquente. Est-ce que par contre, suivre une alimentation sans gluten permet de faciliter le contrôle de la glycémie? À ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui l'ait démontré et je ne vois pas comment ce mécanisme pourrait être. Et donc, il y a toute une tendance actuellement dans la nutrition au sens général à suggérer que l'alimentation en gluten est plus saine. Je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait démontré. Je pense que c'est clair, par contre, que si on a la maladie cœliaque, si c'est démontré, c'est souvent des symptômes digestifs, un peu d'inconfort, il y a des prises de sang, il y a souvent une biopsie à les faire avec une endoscopie. Là, à ce moment-là, c'est très utile. Et je pense que surtout, le message qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aliments sans gluten qui sont disponibles. Donc ceux qui, malheureusement, ont les deux maladies en même temps, ont beaucoup moins de difficultés à gérer leur diabète. Autre question. Y aura-t-il un livre comprenant les résultats obtenus suite à l'étude faite à l'IRCM avec les diabétiques de type 1, ou est-ce qu'il y a un document auquel on pourrait se référer au besoin? Je vais répondre parce que là, c'est vraiment une question très générale. Alors, le livre des scientifiques, c'est les manuscrits. En fait, on fait même un rapport tous les ans à Dr Moroy en lui disant, il me semble au mois de juillet, le nombre de manuscrits qu'on a publiés. Donc, un peu comme si on était dans de la vente, c'est nos parts de marché et notre chiffre d'affaires qui serait important. Nous, comme scientifiques, c'est publier des manuscrits. D'ailleurs, une partie des données qu'on a présentées ce soir n'ont pas suivi tout le processus d'évaluation, qui est un processus complexe, où on envoie des arbitres qu'on ne connaît pas, qui critiquent notre travail, ou qui essayent de l'améliorer, mais des fois on le prend comme une critique positive et des fois comme une critique négative. Donc ça, c'est le premier point pour nous, c'est de publier, c'est vraiment très important pour la communauté scientifique, ça va de la crédibilité de l'Institut, c'est ça qui nous permet d'avoir des fonds, c'est ça qui nous permet de fonctionner. Donc ça, mais des fois c'est un peu abstrait, c'est pas toujours dans un langage qui est facilement accessible. Notre plan ici à l'Institut, avec l'aide du service des communications, une fois que cette étape est franchie, et j'en parlais justement à la pause avec quelqu'un, ça peut prendre 2 ans après que vous ayez participé à une étude pour que tout se fasse, parce que vous n'êtes pas forcément le dernier patient, qui a l'analyse, la publication, des fois des analyses secondaires qui vous intéressent plus que notre premier objectif primaire. Après ça, le comité d'éthique nous autorise à vous envoyer une lettre, mais les règles sont très strictes, donc c'est souvent une lettre qui est plus que laconique. Mais après ça, ce qu'on espère avec le service des communications, c'est mettre sur la page, le site web de l'IRCM, la page Facebook, effectivement, une annonce qui serait plus que les 10 lignes un peu, disons, très simples et très simplistes que le comité d'éthique nous autorise, parce que le comité d'éthique fait attention qu'on ne soit pas trop enthousiaste avec notre recherche et effectivement le mettre en commun. Donc le message, c'est que oui, ça va être disponible via le web. Souvent, les règles scientifiques font que c'est un peu long par rapport à ce que vous avez, donc on pensait qu'une soirée comme ce soir, c'est une occasion de donner des informations plus fraîches. Et des fois, on voit des interviews dans Diabète Québec, dans Plein Soleil. Oui. Alors ça, c'est aussi, effectivement, vous avez raison, on a un partenariat avec le Plein Soleil, qui est la revue des diabétiques de Diabète Québec, et à peu près un numéro sur 2, on essaye de faire un article plus scientifique, mais autour des thématiques qui nous intéressent, de façon à ce que ce soit disponible pour la communauté des patients diabétiques du Québec. Vous avez raison. Alors,
Alors là, je ne sais pas. Combien, alors je pense bien que c'est une des Catherine. Combien de personnes, quel pourcentage de personnes généralement se réveillent et mesurent leur glycémie nocturne? Je ne connais pas les chiffres sur l'adhérence à cette recommandation-là. Je ne connais pas les habitudes des gens. Ce que je sais, c'est que dans notre étude, sur 282 nuits qu'on a étudiées, il y a seulement à 19 occasions durant lesquelles les patients ont identifié une hypoglycémie la nuit, alors qu'il y en a eu 78 épisodes. Donc, clairement, c'est pas fréquent comme habitude. Je pense que ça entrave le sommeil, celui du partenaire aussi, quand il y en a un. Donc, c'est pas évident à intégrer. Par contre, c'est important de le faire pour s'assurer que, justement, il n'y a pas des hypoglycémies qui passent inaperçues. Il peut y avoir des symptômes qui vont attirer l'attention des patients. Un sommeil particulièrement agité, la présence anormale de cauchemars, des sueurs importantes, une glycémie qui reste élevée le matin quand bien même on a tendance à augmenter son insuline du soir au-delà de ce qu'on devrait à un moment voir baisser et que ça ne baisse pas. Et à ce moment-là, c'est qu'il y a une hypoglycémie, puisqu'on voit juste c'est le rebond, un peu comme si on jouait au tennis mais qu'on n'a pas vu la balle toucher le sol et qu'on voit que le rebond. Et donc ces choses-là, comme vraiment un sommeil anormalement agité, un cauchemar, des sueurs anormales, une réponse qui n'est pas logique à l'augmentation de la dose d'insuline, ça doit être des choses qui doivent inciter les gens à vérifier leur glycémie la nuit. C'est pénible, mais on n'a encore aucun autre moyen. On espère, dans un avenir proche, la machine que Catherine vous a présentée pour mesurer la glycémie, les nouvelles versions, maintenant, c'est gros comme un verre de montre et épais à peu près comme une phalange de petits doigts. Là, donc, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que l'espèce de téléphone qu'elle a accroché avec un gros fil à la bedaine. On espère que cette technologie-là va devenir disponible et faire. Le gros problème qu'on a maintenant, c'est que ça donne souvent des fausses alarmes. Donc, le patient est réveillé, cette fois-ci, par la machine qui lui dit qu'il est en hypoglycémie alors qu'il ne l'est pas. Et là, le curseur de la frustration est à son gros maximum. Alors ça, je pense que c'est pour Véronique. Quelles sont les pistes ou suggestions pour améliorer la précision dans le calcul des glucides chez les diabétiques de type 1? En fait, ce qu'on peut faire pour augmenter notre précision, c'est d'utiliser les bons outils pour mesurer tout d'abord la portion qu'on consomme. C'est souvent là qu'on voit les erreurs quand on peut estimer la grosseur de notre portion, mais pour savoir combien notre assiette de spaghettis, combien qu'elle contient de glucides, il faut savoir c'est quoi le volume de notre portion. Donc, est-ce qu'on a consommé une tasse, 2 tasses, 3 tasses? Donc, c'est avoir les bons outils de mesure pour mesurer la portion. Ensuite de ça, on peut avoir des outils aussi qui sont disponibles sur Internet ou même on en remet des outils ici pour aller voir, bon, une tasse de pâte, ça correspond à combien de glucides. Donc, mesurer la portion, puis ensuite estimer le contenu en glucides à l'aide de tables qui sont disponibles un peu partout. Je vous donnerai des... Oui, une main levée. Est-ce qu'on peut? Oui. Oui. J'ai une question par rapport à... Moi, j'ai hospitalisé, puis on calculait même l'huile ou, par exemple, des choses que je ne calcule pas, moi. Moi, je calcule mes pâtes, tu sais, C'est sûr qu'on peut y aller avec différentes précisions. L'huile, ça ne contient pas de glucides, donc à ce moment-là, on ne les compte pas dans notre calcul, mais on peut les compter en disant l'huile, on en a 0 glucides, ou comme il y en a qui vont calculer les légumes aussi, par exemple, qui contiennent une petite quantité de glucides, mais ça dépend tout le temps de la portion qu'on va consommer. Hein. Si on mange 2 petits bébés carottes en accompagnement de notre sandwich, ça ne vaut peut-être pas la peine de les compter, mais si on mange une tasse de carottes, à ce moment-là, le volume est plus grand, donc là, la trace devient mal plus importante. Donc, à ce moment-là, ça serait intéressant de les compter. 2 points importants. C'est absolument nécessaire d'abord d'être précis sur le calcul des glucides. Et c'est plus important que d'aller soustraire les fibres, compter si j'ai plus de lipides et tout ça. Tout ça, effectivement, influence la glycémie au laboratoire. Dans la vraie vie, toutes les études montrent que c'est la précision du calcul qui est la plus importante. Toutes les études montrent que les patients deviennent de plus en plus approximatifs avec le temps. Et plusieurs études suggèrent qu'on devrait rencontrer une nutritionniste de façon annuelle à peu près pour avoir le meilleur bénéfice. Probablement une nutritionniste qui connaît bien le diabète de type 1 parce que ça nécessite de développer une expertise pour bien conseiller les glucides et pas être trop dogmatique non plus. Donc c'est très pénible de bien calculer, mais c'est aussi très important de bien calculer. Donc c'est un peu un mal nécessaire. Oui. Question pour Catherine Desjardins, ça pourrait être la mienne, mais c'est pas la mienne, mais ça
pourrait-on extrapoler des recommandations de la collation du soir au diabète type 2? Ça dépend des circonstances du diabète de type 2. En fait, avec une longue durée de diabète de type 2, donc on parle généralement des diabétiques de type 2 depuis plus de 15 ans qui sont rendus à injecter des doses d'insuline, on va plus se rapprocher du profil des diabétiques de type 1. Mais il y a aussi des diabétiques de type 2 qui utilisent des hypoglycémiants oraux. Je ne connais pas cet aspect-là du diabète de type 2. J'imagine, je ne sais pas si le docteur Abassa peut ajouter quelque chose. Effectivement, il y a deux sortes de traitements en diabète de type 2 qui peuvent donner l'insuline, qui peuvent donner l'hypoglycémie. L'insuline, et la situation qu'elle a décrite est exactement la bonne. Souvent, après 10-15 ans de diabète, on a besoin de ça. Il y a aussi certains médicaments. Il faut savoir qu'on a des nouvelles classes de médicaments. Et là, la Régie du Québec est très généreuse. S'il y a de l'hypoglycémie avec ces classes de médicaments anciennes, on peut recourir à des nouvelles classes de médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Donc, comme dans le diabète de type 1, la majorité des avancées déjà disponibles dans les pharmacies proches de chez vous sont des médicaments qui donnent essentiellement pour le même contrôle moins ou pas de risque d'hypoglycémie. Généralement, dans le diabète de type 2, néanmoins, le poids est un problème extrêmement important et donc on évalue toujours la collation. Si elle vient se soustraire à des repas et être décalée, là c'est souvent une bonne chose. Si elle vient s'ajouter, c'est aussi des calories en plus. Et autant pour le diabétique de type 1, le calcul des glucides est au cœur du problème, autant pour le diabétique de type 2, 9 fois sur 10, le contrôle du poids est un problème. Et donc il faut toujours s'assurer que le surplus de calories relié à cette collation ne soit pas un surplus calorique qui va se traduire par un surplus de tour de taille à un moment donné. Alors une question, presque une question d'examen pour les étudiantes. Mais le professeur est tout à côté, alors ça risque rien. Alors pourquoi le foie ne libère-t-il pas de glucose dans l'exercice cardiovasculaire? Mais en fait, dans un exercice de type cardiovasculaire, donc premièrement, ce qui va être utilisé comme source d'énergie, c'est vraiment le sucre que nos muscles contiennent. Donc, le sucre qui est transformé en réserve de glycogène. Donc, si on travaille au niveau des jambes, bien, ça va être le glycogène contenu dans nos jambes qui va fournir de l'énergie à nos muscles pour faire l'activité. Tandis que quand on pratique un exercice plus de musculation, donc des poids, à ce moment-là, il y a des libérations d'hormones. Ça crée une espèce de stress pour le corps parce que c'est rapide, je ne sais pas comment exprimer, mais donc le corps se met à sécréter certaines hormones, entre autres l'adrénaline, le cortisol, qui lui va favoriser, va aller faire un signal au foie qui va lui dire de sécréter du glucose parce que c'est plus rapide. Ce glucose-là vient plus rapidement que le glucose du muscle comme tel. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est tout à fait ça pour la population générale. Un petit point pour les patients diabétiques de type 1. Dans la population générale, en plus, dès qu'on commence à faire de l'exercice, notre taux d'insuline baisse. L'organisme détecte ça et le taux d'insuline baisse. Puis les muscles arrivent encore à consommer du sucre parce que ça ouvre comme une autre petite porte, le fait que le muscle se contracte, qui fait qu'on va être capable de le capter. Et donc, d'une façon générale, à part le marathonien qui n'en peut plus dans les derniers mètres ou le cycliste en haut du 3e col du Tour de France qui est complètement perdu, tant et autant que notre foie va être capable de produire plus de sucre. Quand on est diabétique de type 1, le taux d'insuline ne va pas commencer à baisser quand on fait de l'exercice. Il peut même paradoxalement monter. Si on s'est injecté dans la cuisse et qu'on va faire un jogging, l'effet de contraction du muscle va littéralement masser la zone et va favoriser une absorption plus rapide d'insuline. Si l'insuline est absorbée plus rapidement, on a la petite porte de derrière du muscle qui s'est ouverte parce qu'on a la contraction. On a l'insuline qui est haute dans le sang qui pousse le sucre dans le muscle. Mais l'insuline, elle a un autre rôle très important. C'est elle qui dit au foie, halte là, ne produis pas de sucre, il n'y a pas de problème. Donc quand on n'est pas diabétique, notre taux d'insuline baisse, le foie va libérer plus de sucre qui va être automatiquement consommé par le muscle. Quand on est diabétique de type 1 et qu'on s'est injecté de l'insuline et qu'on part faire de l'exercice, notre taux d'insuline va suivre la pente normale qui est prévue. Si c'est juste après le repas, l'insuline est encore en train de monter. Si on a la distance du repas, c'est relativement plat. Mais chose certaine, ça ne baisse pas à ce moment-là. Donc on se retrouve avec la consommation reliée à l'exercice, la consommation qui est poussée par l'insuline et le foie qui est empêché d'en mettre. Donc la situation la plus fréquente, c'est que la glycémie baisse. Donc la réponse courte, c'est parce que l'insuline ne peut pas baisser automatiquement. Et c'est pour ça qu'une partie de la stratégie, c'est de réduire l'insuline, qu'on se retrouve dans une situation où le risque d'hypoglycémie est augmenté parce que justement le foie n'est pas capable de remettre en circulation. D'où les deux recommandations, moins d'insuline et ou manger des glucides pour avoir une source qui va être capable de remplacer le foie.
Merci, monsieur le professeur. Très clair. Alors, pour Véronique, est-ce que les participants que vous avez cités, est-ce qu'ils avaient tendance à sous-estimer ou surestimer leurs glucides? Une bonne question. En fait, j'étais supposée le mentionner, je suis désolée. La majorité des participants avaient tendance à sous-estimer le contenu en glucides. Si on prend l'ensemble des repas qui ont été calculés, donc pour lesquels on a comparé le calcul des glucides des patients versus le calcul des glucides fait par la nutritionniste, il y avait 63% des repas, des assiettes qui avaient été sous-estimés. Donc, le contenu avait été sous-estimé pour une sous-estimation moyenne d'environ 20% du contenu. Donc, en effet, c'est souvent une sous-estimation. Donc, si on sous-estime, on s'injecte insuffisamment d'insuline pour compenser les glucides consommés. Ça, cette question-là, je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais vous lèverez la main. Alors, quoi faire pendant une hypo quand la personne est inconsciente? Le médecin qui va répondre, même si ce n'est pas le médecin. Donc, dès que le niveau de conscience d'un patient diabétique baisse à un stade où il y aurait un risque qu'il ingère mal l'aliment qui est disponible, verre de jus ou autre, à ce moment-là, on doit recourir au glucagon. Le glucagon, c'est en quelque sorte une hormone qui est une anti-insuline, qui fait exactement l'opposé de l'insuline. Et le glucagon, son principal rôle, c'est d'aller chercher le sucre dans le foie et de mettre les dernières réserves de l'organisme en circulation. Ça se fait sous la forme d'une injection, c'est pas très pratique, il y a une petite bouteille de poudre, il faut injecter l'eau stérile dedans, et après ça, il faut piquer dans le quart supérieur et externe de la fesse. Vous pouvez piquer, il n'y a rien d'important là, il n'y a pas de gros vaisseaux, de gros nerfs, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on explique aux proches de faire. Donc c'est quelque chose qui est à stocker au froid, c'est pas toujours très pratique. C'est à stocker donc dans le bac à légumes ou dans la porte du réfrigérateur, ça craint le gel, ça coûte cher, ça se périme souvent, et une discussion que nous avons à l'infini avec les patients, c'est est-ce que je vous renouvelle votre glucagon? Ah non, docteur, les 3 derniers ont été à la poubelle, et ça c'est quelque chose que j'entends régulièrement. C'est disponible dans les camions d'urgence santé aussi, mais c'est vraiment le traitement de l'hypoglycémie. Donc on doit toujours essayer de resucrer par la bouche, sauf si vraiment le degré de conscience fait qu'on pourrait avaler, non pas dans l'œsophage, mais dans le poumon, le verre de jus et autres. Le dernier point qui est important, si on a eu ça, qu'on a son injection de glucagon, quand on se réveille, on recommande de prendre une trentaine de grammes de glucides, et je vais volontairement là, pour dire que dans tous les autres cas, qui sont infiniment plus fréquents, heureusement, le traitement d'une hypoglycémie, normalement, c'est 15 grammes de glucides, et 15 grammes de glucides, c'est à peu près un verre de liqueur non diète, ou c'est à peu près 3 biscuits Socialty, ou c'est une cuillère de confiture ou une cuillère de miel. Et je dis ça parce que pour beaucoup de patients, le traitement de l'hypoglycémie, c'est un peu le bar ouvert de dire « Ah ah, je vais faire ça ». Et donc, il y a une espèce de plaisir pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut s'attaquer aussi dans les prochains mois, d'essayer de regarder si un surtraitement des hypoglycémies n'a pas un effet pervers, même si on peut très bien comprendre le patient qui veut vraiment sortir rapidement de son hypoglycémie. Si vous pensez, pour ceux d'entre vous qui sont diabétiques, que vous ne faites pas bien, le pire du pire que j'ai vu, c'est une canette de sirop d'érable au complet, ce qui représente largement plus que 300 grammes de glucides. Donc, au-dessus de 15 grammes, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Prochaine question, ça n'arrête pas. Par quel mécanisme l'activité physique réduit-elle les rhinopathies? La rétinopathie. Rétinopathie. Je ne pense pas qu'on ait d'études qui démontrent vraiment clairement que ça réduit la rétinopathie, donc les complications des yeux. Par contre, il y a des études qui montrent que ça améliore la neuropathie, les complications des nerfs aux membres inférieurs. Inversement, on peut dire que dans de rares cas, si les gens ont une atteinte des yeux très sévère ou une atteinte des nerfs très sévère, il peut y avoir une contre-indication à réaliser de l'exercice ou à certains types d'exercices. Donc, par exemple, une atteinte des nerfs très sévère, on peut devoir faire attention à ne pas faire du jogging, parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire une plaie du pied plus facilement sans s'en rendre compte. Une atteinte des yeux très sévère, à ce moment-là, on ne recommande plus les exercices de musculation. J'avais pas mes lunettes, mais c'est neuropathie. Donc vraiment, la neuropathie, c'est un mécanisme compliqué, mais en partie relié à l'amélioration du contrôle de l'exercice, mais c'est vraiment un mécanisme qui est complexe à expliquer ici. Okay. Alors là, je crois que c'est pour Catherine. C'est ça, elle va s'identifier. Comment convaincre un diabétique de type 1
que les sucres naturels, exemple fruits ou autres, sont plus bénéfiques que les sucres raffinés comme les biscuits et les sucreries? Plus bénéfique. Mais en fait, il y a deux catégories. Je sépare l'alimentation de deux façons. Des fois, il y a l'alimentation de type quantitative, donc quand on compare le sucre provenant d'une pomme ou d'un fruit, peu importe lequel, à un sucre raffiné, donc le sucre blanc. Un 15 g de glucides, la pomme va contenir 15 g de sucre et une cuillère à table de sucre blanc va aussi contenir 15 g de glucides. Donc, quand on les compare comme ça en termes de quantité d'énergie, c'est exactement la même chose. C'est les deux mêmes glucides. Par contre, pour ce qui est de la qualité, qui est mon autre aspect, la pomme va avoir autre chose que le sucre, beaucoup de vitamines, de minéraux, des sucres qui sont plus naturels, donc une meilleure qualité. Par contre, pour faire changer le taux de sucre, un ou l'autre, donc si on prend un verre de jus là, de 125 ml de jus 100% pur ou 125 ml de coke, ça peut faire la même chose au niveau du métabolisme pour faire corriger une hypoglycémie, par exemple. Mais par contre, la qualité n'est pas la même. Alors, si on demeure dans la qualité, pourquoi vous avez choisi une diète méditerranéenne au lieu de choisir, par exemple, une diète végétarienne? C'est une bonne question. Oui. Bon, quand on a choisi l'alimentation méditerranéenne, on s'est posé plusieurs questions. Il y a plusieurs autres types de diètes qui contiennent des contenus différents en divers aliments. Bon, si on compare d'emblée à la diète végétarienne, en fait, c'est que la diète végétarienne est beaucoup plus restrictive, souvent un peu moins populaire parce que on n'a pas l'aspect volaille. Donc, c'est une diète souvent que les gens ont beaucoup plus de difficultés, à laquelle les gens ont plus de difficultés à adhérer. Donc, on va rechercher moins de gens avec ce type de diète-là. Par contre, certains principes de base de la diète végétarienne sont les mêmes que certains principes de base de la diète méditerranéenne. Donc, un emphase important sur les produits d'origine végétale, beaucoup moins de viande et de produits dérivés animaux. Donc, c'est sûr qu'il y a certains concepts qui se rapprochent. Mais pourquoi on a choisi l'alimentation méditerranéenne? Parce qu'on pensait que c'était celle qui pourrait apporter le plus de bénéfices, qui serait plus accessible. Puis on voulait un type d'alimentation qui était vraiment axé sur la qualité de l'alimentation et non des calculs de portions. Donc, on ne voulait pas que les gens aient nécessairement à compter, mais plutôt à essayer de tendre vers un type de qualité alimentaire. Donc, c'est pour ça que notre choix s'est tourné vers cette alimentation. Un point qui est survenu en cours, on avait déjà débuté, mais par contre, vous savez que dans la nutrition, il y a plein de débats pendant X temps, il faut manger ceci, puis après ça, il ne faut plus manger cela. Et ça vient d'une partie d'ailleurs de la façon dont on a fait. Ce sont des études où on associe la consommation d'un aliment avec un meilleur état de santé, sans toujours être capable de connaître la cause. Par contre, on a enfin une étude extrêmement bien conduite, publiée dans la revue la plus prestigieuse, le New England Journal of Medicine, il y a quelques semaines, je pense à peine plus d'un mois, où on a vraiment tiré au hasard des gens entre une diète où on se contentait de leur dire « mangez moins gras », qui est en gros le message qui a été beaucoup porté par la communauté médicale ces 20 dernières années, versus un message beaucoup plus de qualité globale autour de la diète méditerranéenne. C'est un tirage au sort, ce qu'on appelle dans notre jargon la randomisation. Ni le patient ni le médecin choisissent le bras dans lequel ils sont. C'est un tout bête ordinateur qui tire au sort. Puis après ça, on demande aux gens d'adhérer. Cette étude a dû être interrompue après 5 ans parce que la mortalité, et c'est donc une des premières études de nutrition qui montre une baisse de la mortalité, était significativement plus faible chez les gens qui suivaient la diète méditerranéenne versus ceux qui suivaient une diète faible en gras. Et donc, c'est pour la première fois, ça va clore un débat important. Autant, par exemple, sur les oméga-3, dont on a parlé 2-3 fois ce soir, on pourrait citer plusieurs études qui ont peiné, en mettant des gens avec ou sans des suppléments en oméga-3, par exemple, à montrer une réelle baisse des maladies cardiovasculaires, alors que beaucoup d'études ont montré que les gens qui consommaient des oméga-3 en faisaient moins. Là, on a vraiment une étude qui montre que des gens qu'on essaie d'induire un changement alimentaire dans un sens ou dans un autre, avec la diète méditerranéenne, on réduit la mortalité cardiovasculaire. Une diète qui réduit la mortalité, on n'en a pas tant que ça, et donc c'est vraiment un argument majeur pour penser que c'est une diète qui va devoir avoir certaine popularité, une certaine emphase, puis c'est une diète qui fait beaucoup plus la promotion de la qualité que de la quantité, et je crois qu'on peut dire qu'en tant que nutritionniste, on a assez souvent échoué en enseignant des choses autour de la quantité, donc allons un peu vers la qualité, ça ne veut pas dire que la quantité est inutile. On
va rester avec ça. On va rester avec la nutrition parce qu'il y a une question. Alors, je cite une personne qui a la dent très sucrée. Comment peut-elle réduire pour ne pas se retrouver avec le diabète de type 1? Est-ce qu'il y a des analyses sanguines spécifiques, une prise de sang spécifique ou quelque chose? Alors, dent très sucrée, qu'est-ce qu'on peut Alors, la consommation de sucre et le risque de diabète, jusqu'à il y a 5-6 mois, on aurait pu vous dire qu'il n'y avait aucune étude qui avait directement relié la consommation de sucre au risque de diabète au sens large. Les études s'intéressent beaucoup plus au risque de diabète de type 2 d'ailleurs qu'au diabète de type 1. À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui a montré que consommer plus de sucre dans l'enfance prédispose un jeune adulte, un jeune enfant à développer le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, les choses ont complètement changé il y a 4-5 mois où on a eu enfin une étude qui a montré qu'effectivement, consommer plus de sucre augmente un peu le risque de diabète de type 2, probablement par deux mécanismes. Les gens qui ont la dent très très sucrée ont aussi des fois la dent pas mal plus grasse que la moyenne et des fois le pied un peu moins sportif que la moyenne et donc les choses peuvent aller dans ce sens-là. Mais cette étude-là a vraiment montré qu'au-delà de tous les facteurs qu'ils avaient mesurés, il semble bien que d'avoir la dent très sucrée augmente un peu le risque de diabète de type 2. Une fois qu'on a dit ça, on doit aussi ajouter absolument qu'on sait comment prévenir le diabète de type 2. Chez quelqu'un qui voit son taux de sucre un peu augmenté ou son tour de taille un peu augmenté, surtout s'il a des antécédents familiaux de diabète ou si c'est une femme qui a déjà fait un diabète de grossesse, perdre un petit peu de poids, on parle de 5% de son poids sur une année, augmenter son activité physique, on parle de 150 minutes par semaine et faire 3 mesures nutritionnelles simples, manger un peu moins de ces gras, de ces mauvais gras auxquels Véronique Gingras a fait allusion, les gras saturés, ce qui est plus contenu dans le beurre, par exemple dans les viandes où c'est caché, manger un peu plus de fibres, tout ce qui est produits céréaliers, grains entiers et ainsi de suite, et manger un peu plus de fruits et légumes, a montré qu'on pouvait réduire son risque de 60% de développer le diabète en moyenne, et même de 100% des gens qui vont atteindre 4 sur 5 ou 5 sur 5 de ces grands principes que j'ai donnés. C'est bien. Message à retenir. Par la pratique du sport, est-ce mieux de combiner sucre rapide plus glucides lents qui vont perdurer durant l'exercice? Est-ce que le contrôle est plus facile ainsi ou non? Combiner sucre rapide et en fait sucre lent, là, c'est ça qu'on peut dire. Je dirais, en fait, quand on va pratiquer une activité physique endurance, j'ai conseillé tantôt une collation avant de partir pour faire l'activité physique. Si on prend notre glycémie, on se rend compte qu'on est entre 6 et 10 par exemple, on peut venir prendre un 15 grammes de glucides. Mais on va performer notre activité physique tout de suite après avoir pris ce 15 grammes de glucides-là. Donc, c'est plus évident d'aller vers un sucre, disons, plus rapide. Donc, exemple, un fruit ou une barre de céréales qui va être très faible en gras, faible en protéines. Donc, ça va être plus efficace pour notre activité qu'on va faire tout de suite après. Pendant l'activité physique, on peut aussi venir prendre des glucides. Ceux-là, je vais les conseiller sous forme liquide, c'est plus facile. Pas trop concentré. Par contre, quand on prend un jus 100% pur, c'est assez concentré pour l'activité physique. Donc, dans le fond, pendant l'activité physique aussi, ce serait des sucres plus rapides, mais sans prendre un jus qui est trop concentré. Donc, je conseille de venir diluer ce jus-là en faisant moitié jus, moitié eau. Donc, à ce moment-là, ici aussi, on a des sucres rapides. Donc, ce serait ma réponse. Vous avez souvent parlé, je pense que c'est la première, Catherine, d'insuline circulante. Comment peut-on mesurer notre insuline circulante? En fait, on ne demande pas de mesurer l'insuline circulante. C'est une question plutôt d'éducation. On connaît, vous avez chacun un type d'insuline différent. Il y a différents types d'insuline qui sont injectés au repas et différents types d'insuline qui sont injectés comme insuline de base, donc une injection par jour qui dure 18 à 24 heures. Chacune de ces insulines-là, dans le fond, c'est de s'éduquer sur c'est quoi son profil d'action. Quand on parle de profil d'action, c'est à quel moment elle commence à agir suite à l'injection, à quel moment elle atteint le pic d'action, donc le moment auquel elle est le plus efficace, qu'il y en a le plus dans la circulation sanguine, et à quel moment elle finit son action. Par exemple, l'insuline rapide qui est injectée avant le repas, Humalog, va être injectée avant le repas, donc on parle de 0 à 15 minutes avant le repas, parce qu'elle agit 0 à 15 minutes après l'injection.
elle commence à augmenter son action dans le sang et atteint un pic entre 1 heure et 1 heure et demie après l'injection. Puis, elle disparaît du sang, donc elle a terminé son action entre 3 à 5 heures plus tard. Donc ça, c'est vraiment une question d'éducation, d'évaluer ça fait combien de temps que j'ai injecté ma dose d'insuline et est-ce qu'il va en rester en circulation en fonction de ça. C'est sûr que le corps humain, ben, c'est pas un robot, c'est pas une machine, donc ça peut varier d'une personne à l'autre, ça peut varier d'une journée à l'autre, donc c'est sûr qu'il y a des petites variations qui ne nous permettent pas de connaître exactement ça, mais nous, ce qu'on a observé, parce qu'on demande aux gens de nous dire est-ce que vous connaissez le profil d'action des insulines, et la grande majorité ne le savent pas, alors que ça peut être un facteur important à considérer quand on ajuste, dans le fond, les différents facteurs impliqués dans la gestion du diabète. Un des petits avantages de la pompe, c'est que les pompes insulines modernes, elles donnent une estimation aux patients de combien il reste du dernier bolus et ainsi de suite, ou de ce qu'il y a. Donc les pompes essayent d'un peu estimer cela d'une façon, la technologie. Donc probablement qu'il y aura des petits outils maintenant qui vont permettre de l'estimer assez fréquemment, et peut-être même aussi pour les patients aux injections, en fonction de la corpulence, du nombre d'unités. On pourrait imaginer une petite application de téléphone intelligent là, qui dirait aux gens vous devriez être à peu près ça. Ça a une importance pour l'exercice, pour relier ça aux questions précédentes. Si on est dans la période où si on veut faire de l'exercice dans la période où l'insuline monte, on a probablement plus intérêt à réduire notre dose d'insuline au repas précédent si on a planifié l'exercice. Si on est dans une période où au contraire l'insuline est très basse, par exemple le matin avant le déjeuner, c'est souvent là que c'est le plus bas, probablement qu'à ce moment-là, une collation est plus intéressante. Donc le moment dans la journée est vraiment un élément important. Effectivement, une étude menée ici à l'Institut a montré qu'un patient sur 2 peinait à nous dire quand commençait à agir son insuline et quel était son pic d'action. Et c'est probablement une gêne importante pour être capable d'interpréter les variations de la glycémie. Une dernière question. Il y en a encore, mais le temps est là qui nous dit qu'on arrive à la fin. Alors ça, je pense que c'est pour les inventeurs ici. À quand l'invention d'une technique sans douleur pour contrôler la glycémie capillaire? Oui, parce que je pense que vraiment c'est l'élément le plus important. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis co-responsable du programme pour former les résidents en endocrinologie à l'Université de Montréal, et quand un résident vient de me voir en me disant j'aimerais devenir un endocrinologue, je lui explique d'abord que c'est impossible d'être endocrinologue sans avoir 50% de patients diabétiques, et deuxièmement, je lui suggère fortement pendant une semaine de faire 4 glycémies par jour, ce qu'on suggère à vie aux diabétiques de type 1, de façon à faire. Donc on n'est pas forcé d'avoir le cancer pour être cancérologue et d'être fou pour être psychiatre, mais c'est probablement intéressant de se mettre un petit peu à la place des patients pour voir un petit peu tout ça. Et pour répondre à la question, la recherche avance dans ce domaine-là. Les glycémies obtenues sans goutte de sang sont malheureusement extrêmement imprécises. Deuxièmement, tout ce qui est liquide sous la peau, et c'est un des problèmes des petits capteurs de glycémie que l'on utilise pour le pancréas artificiel, sont toujours un petit peu en retard sur la glycémie dans le sang. Une quinzaine de minutes et un peu plus autour du repas. Donc je dirais, je n'ai rien vu qui soit quelque chose qui permettrait de penser que cette technologie soit disponible avant 5-6 ans pour des dispositifs qui sont relativement peu précis. Par contre, les petites sondes qui permettent de mesurer la glycémie, qui sont à peu près le diamètre d'un verre de montre et l'épaisseur d'un petit doigt, là, largement moins d'1 centimètre d'épaisseur, de plus en plus disponibles, de plus en plus précises. Maintenant, on peut les porter 6 jours. Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore plusieurs problèmes. Des fois, elles donnent des fausses alarmes qui sont vraiment des choses qui frustrent énormément les patients. Mais on peut vraiment espérer qu'à un horizon de 4 à 5 ans, il y aura des sondes plus précises et que donc les patients, sur un écran de leur téléphone ou de leur pompe, mais pour ceux qui n'auront pas, qui auront choisi de rester aux injections, et ça restera probablement la majorité des patients, juste d'avoir son profil de glycémie permettra de l'avoir. Une des grosses étapes que nous, on devra avoir, c'est aider les patients à interpréter leur glycémie. Trop d'informations, c'est pas forcément mieux que pas assez d'informations quand on n'est pas capable de la trier. Donc probablement beaucoup plus des petites sondes qu'on pose une fois par semaine et qui donneront le profil de glycémie pour une semaine. C'est probablement vers ça qu'on se dirige plus que la petite machine qu'on pose sur la peau et qui donne la glycémie. Formidable, ça semble être beaucoup plus acceptable. Alors, l'heure est arrivée de remercier Dr. Rémi Rabassa-Loret pour son travail extraordinaire et pour avoir attiré des étudiantes aussi brillantes, je dirais. Merci aux deux Catherine et à Véronique pour leur
belle présentation, leur travail qu'on va suivre parce que c'est pas terminé, surtout l'effet de la diète méditerranéenne sur le contrôle du diabète ou comment on peut l'adapter. Merci aussi à l'équipe qui a organisé la soirée, à Luciette Thériault qui était à l'accueil, à Julie Langelier à la caméra et à Joanne, je pense que peut-être que je mérite de deux, Hélène Lambert. Alors, merci à nos directeurs scientifiques pour avoir présidé la soirée et merci pour vos excellentes questions. Alors, on a ce qu'il faut maintenant pour mieux comprendre le diabète et continuer de mieux manger. Alors, bonne soirée.